Merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du dimanche 5 avril 2026 et joyeuse Pâques à tous. À la une de nos actualités, en déplacement à Yous, le président de la refondation Michael Randjenirin a procédé aujourd'hui à la dotation de matériels et équipements à l'EPP Ankir, comprenant des manuels scolaires, des matériels pédagogiques ainsi que des kits numériques. Mais hier, le chef de l'État était à Fianarantsoa. Il a inauguré plusieurs infrastructures à l'Institut de formation interrégionale des paramédicaux à Tambourbé. Et à cette occasion, des motos ont été également remises aux agents de santé afin de renforcer leur capacité d'intervention. L'université de Fianarantsoa a également bénéficié de nouvelles infrastructures avec l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'amphithéâtre de l'ENS ainsi que d'un terrain de basketball. Les détails. Approcher les services de santé aux populations afin de faciliter l'accès aux soins et améliorer la prise en charge des malades, la construction et la rénovation des centres et instituts de formation constituent une priorité pour l'État malagasy. C'est dans cette politique que s'inscrit la mise en service de ces infrastructures nouvellement achevées au sein de l'Institut de formation interrégionale des paramédicaux, ou IFIRP, à Tambourbé et qui ont été inaugurées par le président de la Fondation, Michael Randjenirin. Des réalisations résultant du partenariat avec la Banque mondiale, incluant 2 laboratoires modernes, 4 bâtiments avec 31 salles de classe pouvant accueillir 1000 élèves. Ces infrastructures contribueront à améliorer les formations données aux étudiants ainsi que d'améliorer leurs conditions d'apprentissage dans le domaine de la santé. Par ailleurs, 34 motos ont été remises aux agents de santé des 7 districts de la région Haute-Matsiadj. Ceci permettra de faciliter les interventions dans les zones reculées. Enfin, il a été annoncé que la mise en place d'un centre de dialyse et d'un scanner est en cours dans les chefs-lieux de province. L'objectif étant de réduire les déplacements vers Antananarivo, souvent nécessaires pour accéder à ces services spécialisés. Après cette cérémonie d'inauguration de l'IFIRP à Tambourbé, la délégation conduite par le président de la Fondation, Michael Randjenirin, s'est rendue au campus universitaire d'Anjainzatu. Il y a inauguré le nouvel amphithéâtre de l'école normale supérieure ainsi qu'un terrain de basket. À cette occasion, une centaine d'ordinateurs et une connexion Internet ont été remis par le ministre du Développement numérique, des Postes et de la Télécommunication. 100 autres ordinateurs ont été également offerts pour améliorer le service public à Fianarantsoa. En outre, le couple présidentiel a remis 10 tonnes de riz et une somme de 20 millions d'AGH à tous les étudiants de l'université d'Anjainzatu. Lors de son discours face aux étudiants, le chef de l'État les a exhortés à ne pas se laisser acheter par ceux qui veulent semer le trouble et déstabiliser le pays. Et puis, l'État malagasy prévoit de construire un centre hospitalier spécialisé dans le traitement du cancer pour réduire les évacuations à l'étranger et les dépenses y afférentes. Une convention de partenariat a été conclue entre le gouvernement de Madagascar et celui de l'Afrique du Sud concernant ce projet. Lundi, le ministère de la Santé publique ainsi que le représentant d'une entreprise sud-africaine experte en oncologie ont procédé à la signature. Selon le président de la refondation, Michael Randjenirin, il s'agit d'un tournant historique et d'une innovation majeure dans le domaine de la santé publique. Et Firarzone. Les coûts des soins sont très élevés pour les personnes atteintes de cancer. Ils ne descendent pas en dessous de 70 000 € pour un simple cancer traité à l'étranger. Les examens ainsi que les traitements comme la radiothérapie et la chimiothérapie sont particulièrement coûteux. Ces raisons ont poussé l'État malagasy à rechercher une coopération avec d'autres pays afin de construire un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. L'Afrique du Sud collaborera avec Madagascar dans ce projet. Selon le président de la refondation de la République, le cancer reste un grave problème de la santé publique. Cela s'explique par le manque de moyens financiers de la population, auquel s'ajoute l'insuffisance des équipements médicaux, ainsi que le manque d'accès à des soins en temps opportun. Seules les personnes ayant les moyens financiers peuvent bénéficier de traitements. Nous allons changer l'histoire, a déclaré le colonel Michael Randjenirin. Il s'agit de prouver que la santé publique, en particulier la lutte contre le cancer, occupe une place importante et constitue une priorité dans cette période de refondation. Cette mobilisation vise à offrir des soins adaptés à la population. Ce projet commun avec l'Afrique du Sud
porte sur la construction d'un hôpital spécialisé équipé selon les normes requises avec les dispositifs tels que l'IRM et la radiothérapie. Il s'agit aussi de mettre en place un système de santé efficace pour la prise en charge du cancer depuis le dépistage jusqu'au traitement conforme aux normes internationales ainsi que le suivi à long terme des patients. Le président a également souligné que la coopération n'est pas limitée à l'Afrique du Sud. Tous les pays sont les bienvenus pour collaborer s'ils souhaitent contribuer à l'amélioration de la santé publique. Le président espère que ce partenariat entre les gouvernements malagasy et sud-africains apportera des résultats concrets, notamment en offrant des services de santé de qualité, tout en valorisant les recherches des Malagasy. Et puis, l'armée malagasy a reçu des équipements militaires de la part de la Russie. La remise officielle a eu lieu au camp Mounibou Ismaël, au bataillon parachutiste Ivat, la semaine dernière, en présence du président de la refondation de la République de Madagascar. L'acquisition de ces équipements constitue un atout majeur pour l'armée, sans parler de la possibilité de renforcer la surveillance des frontières et la sécurité intérieure du pays. Marcha Marco nous en dit plus. La Fédération de Russie a doté l'armée malagasy de voitures blindées, d'armes, de munitions et de tenues militaires. Cette donation marque l'étroite collaboration entre la Russie et Madagascar, notamment dans le domaine de la sécurité. Le renforcement des capacités, la formation et la modernisation des équipements font partie de la politique de l'État actuel. Le ministre de la Défense nationale a souligné que ces nouveaux matériels seront utilisés pour la sécurisation des frontières et que la collaboration entre l'armée malagasy et l'armée russe est en bonne voie. En outre, des officiers malagasy participeront à des formations en Russie, tandis que des experts russes assureront également des formations techniques aux militaires malagasy. Et dans un tout autre sujet, à l'occasion de la fête des Pâques, les églises chrétiennes du monde entier ont célébré ce dimanche la résurrection de Jésus-Christ. Pour l'église catholique, les chants d'Alléluia ont de nouveau retenti après avoir interrompu durant le temps du carême. Cette célébration intervient après la Semaine Sainte. Entamée lors du dimanche des Rameaux, période marquée par la méditation sur la passion du Christ. Les activités se poursuivront ce lundi de Pâques, notamment avec le partage de l'eau bénite. Du côté du FJKM Ambouinam Faïdera-Natalatamat, les fidèles se sont réunis pour marquer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. La célébration continue dès demain à Maïti. À Ampanjan, l'église pentecôtiste a également célébré Pâques à travers plusieurs temps forts, l'enseignement de l'Évangile centré sur la mort et la résurrection du Christ, l'accueil des missionnaires venus porter le message pascal dans la région de l'océan Indien, ainsi que la célébration de la Sainte Seine, une journée marquée par la foi, le partage et le renouvellement spirituel pour l'ensemble des communautés chrétiennes. Voilà des fêtes des Pâques. Passons à présent à un tout autre sujet. Le projet Vouloubé, qui prévoit la construction d'un barrage pour produire de l'électricité, s'apprête à franchir une étape décisive, le début des travaux de la route taxée. Cette phase initiative précédera la mise en chantier des infrastructures principales. Toutes les études préalables, techniques, environnementales, sociales et économiques avaient été finalisées en 2025, ouvrant la voie à ce projet stratégique pour l'énergie à Madagascar. Sandra Rakoutoarsan. Le gouvernement malagasy prévoit de démarrer cette année la construction de la route d'accès au site du projet hydroélectrique de Vouloubé, porté par la Compagnie générale d'hydroélectricité de Vouloubé, ou CGHV. L'État, représenté par le président de la refondation, nous a manifesté son soutien, sa volonté d'avoir le projet Vouloubé avec les acteurs qui ont été mobilisés jusqu'à maintenant pour obtenir un projet dans les meilleures conditions de coût et de délai, de manière très claire. Donc, nous avons cette continuité de l'État, cette volonté de l'État de continuer, voire d'accélérer avec nous, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons mis en place, depuis le début de l'année, un comité technique pour traiter justement des points nous permettant d'aller plus vite
plus fort. Une étape clé pour permettre l'installation des infrastructures après les études techniques, environnementales, sociales et économiques réalisées depuis 2025. Le projet dont l'achèvement est prévu pour 2030 s'inscrit dans l'objectif national de porter à 80% l'accès aux énergies renouvelables avec une contribution attendue de 40% pour le projet Voulbé. De notre point de vue, nous avons tous les éléments pour poursuivre, j'allais dire, avec une dynamique renforcée, le développement du projet et atteindre la clôture financière avec les acteurs qui ont été identifiés, qui travaillent depuis plusieurs années maintenant sur le projet Voulbé, les actionnaires, les prêteurs et l'État. L'État qui est prévu de rentrer au capital de la CGHG au moment de la clôture financière, avec un portage qui reste encore à définir, mais jusqu'à 20% de participation. Les autres actionnaires se diluant proportionnellement. Donc c'est aussi un point fort de cette volonté de partenariat et de continuité de l'État. Le fait que l'État va être actionnaire de CGHG est un point très positif, très fort et souhaité par tous. Les procédures d'appel d'offres seront lancées cette année dans la continuité de la présélection des entreprises effectuées en 2025 et les marchés seront structurés en 3 volets dans le génie civil, l'électromécanique et le transport de l'électricité. À la suite d'optimisation technique, la capacité du barrage est désormais portée à 126 MW pour une production annuelle estimée à 750 GWh. Cette infrastructure devrait ainsi consolider l'alimentation en électricité de Thomas et d'Antananarivo. Des grands travaux d'assainissement ont été entrepris dans la capitale depuis une semaine. Le projet consiste à réhabiliter les équipements et les canaux d'évacuation d'eau usés en plein centre-ville d'Antananarivo dans le but de prévenir la montée des eaux durant la saison des pluies. Les travaux dureront 24 mois. Marcha Marcos, les images de Roger Indiamanal. La première partie du projet d'assainissement porte sur l'axe Analakil-Ntanmin et la seconde concerne l'extension des canaux au stade Baria de Mahamasn. Les travaux déjà entamés dureront 24 mois selon la ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement. Ces actions visent notamment à prévenir la montée et la stagnation des eaux pendant la saison des pluies. Les travaux seront étendus à d'autres quartiers de la capitale, notamment de Bessaret jusqu'à Kourndran. D'un montant de 265 milliards d'ariars, le projet est cofinancé par l'AFD et l'Union européenne. L'État malagasy y contribue également. On sait combien les questions de drainage, les questions d'inondation sont essentielles. Tananarive est une ville très urbanisée avec plus de 3 millions d'habitants et ce sont près d'1 million d'habitants qui vont bénéficier de ces travaux d'assainissement qui ont fait l'objet de nombreux mois de préparation financière, technique. Tana se modernise et a besoin aussi d'accompagner l'ensemble de ces changements, qui soient climatiques, bien sûr, qui soient urbains, qui soient de circulation, et dans le fond, préparent tous l'avenir de la ville. Les intempéries qu'ont connues Antananarive ces derniers jours, avec l'impact terrible sur les populations à cause de la pluie, ont démontré, je pense, par eux-mêmes, la nécessité de travailler sur ce projet, qui est un projet extrêmement important pour les populations de Tana, pour leur hygiène, pour la santé et aussi évidemment pour leur confort. Nous estimons que la relation avec Madagascar est importante, qu'elle doit continuer. Les travaux ont entraîné des changements dans le quotidien de la capitale et les populations sont appelées à faire preuve de patience pour le bien de tous. Et dans le domaine de l'économie, en mission de prospection dans la Grande Île, une délégation tunisienne explore des opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs stratégiques, une dynamique que les autorités et les opérateurs économiques malagasy souhaitent orienter vers des retombées concrètes pour la population. Les échanges économiques entre Madagascar et la Tunisie restent encore modestes. La balance commerciale n'avantage pas non plus du côté de la Grande Île. À travers cette prospection tunisienne, Madagascar espère établir de partenariats plus équilibrés. En fait, nos relations économiques sont réelles, mais encore en deçà de leur potentiel.
En 2024, nos échanges se sont établis aux environs de 8,9 milliards de dollars d'importation contre 2,3 millions de dollars d'exportation malagasy. Ces chiffres appellent une action collective, structurée davantage, accélérée, mais surtout concrétisée. Madagascar est aujourd'hui engagé dans un dynamisme de relations économiques fondé sur l'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements productifs et le développement des chaînes de valeur locales. Madagascar dispose de ressources naturelles et agricoles importantes, tandis que la Tunisie apporte une expertise industrielle et technologique reconnue. Ensemble, nous pouvons structurer des chaînes de valeur intégrées, renforcer la transformation locale et mieux nous positionner sur les marchés régionaux et africains. Reçue par le syndicat des industries de Madagascar, la délégation conduite par Jaziri Anis a pris la mesure des besoins du pays. Comme vous le savez, la Tunisie dispose d'une expertise et d'un savoir-faire, surtout sur le plan industriel très importante. Comme vous le savez, nous sommes un grand sous-traitant pour l'Europe, dont surtout l'industrie mécanique, électrique, aéronautique, automobile, pharmaceutique et ainsi de suite. Et puis nous sommes là d'apporter notre diaspora qui est aux alentours de 380 aujourd'hui cadres tunisiens qui opèrent ici à Madagascar. On est là aussi en tant que consortium TUCA, Tunisian Consortium for African Development, qui est un consortium qui regroupe les plus grandes entreprises tunisiennes dans le domaine de l'infrastructure, l'énergie, l'eau, l'assainissement, télécom, l'ingénierie et les partenariats publics-privés. La présence déjà établie de la Chambre de commerce tunisienne constitue une base de coopération. Si l'intérêt tunisien confirme l'attractivité croissante de Madagascar sur le continent africain, les enjeux de souveraineté économique restent au cœur des attentes. Et puis, Madagascar franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son administration. L'enregistrement biométrique a été lancé officiellement vendredi dernier. Objectif, enregistrer 2 millions de citoyens d'ici le mois de juillet. Pour commencer, ce sont les étudiants de l'université d'Antananarivo qui ont été mobilisés. Nandiane Razabdjamar nous fait le point. Après une phase pilote réalisée en janvier dernier dans le district d'Antsimjan, l'enregistrement biométrique entre désormais dans sa phase nationale. Les étudiants de l'université d'Antananarivo ont répondu présents pour être les premiers à se faire enregistrer. Teddy Sarbidi en fait partie. Je tenais à être parmi les premiers à s'inscrire. Je pense que le processus est simple, souligne-t-il. Mais concrètement, quelles sont les étapes à suivre pour procéder à cet enregistrement biométrique? L'opération suit quelques étapes: vérification de l'identité, collecte des données personnelles, prise d'empreintes digitales et photographie. Le choix de l'université est stratégique. Considérée comme un vivier de compétences et de savoir, l'université regroupe une jeunesse appelée à jouer un rôle clé dans l'avenir du pays. À Antananarivo, les étudiants disposent d'un délai de 10 jours pour s'enregistrer. L'opération se poursuivra la semaine prochaine dans l'ensemble des arrondissements de la capitale. Et puis, volet social, pour clore notre journal de ce soir, 32 communes du sud de l'île, classées en zone rouge, sont actuellement confrontées à une situation critique de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Le gouvernement malagasy, à travers le BNGRC, s'allie à plusieurs associations pour venir en aide aux populations vulnérables. Cette mobilisation vise à distribuer des aides alimentaires et des services d'assistance d'urgence afin de répondre rapidement à cette crise. Sandra Rakoutorsan et Firarzon. À Madagascar, 32 communes réparties dans plusieurs districts des régions d'Anjoui, Anos, Siatimondjef, Anatimotsnanan, Fitfnan et Vadfab sont désormais considérées comme particulièrement vulnérables et font l'objet d'une surveillance étroite face à un risque imminent de malnutrition aiguë. Les autorités alertent sur un risque de retour de malnutrition aiguë et de fragilité alimentaire dans le sud de l'île. À ce jour, aucun décès lié à cette malnutrition n'a été enregistré, mais la situation reste préoccupante. L'aide se concentre sur les populations les plus touchées,
Des convois partiront prochainement d'Antananarivo vers les communes classées en zone rouge. La distribution sera coordonnée par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes à partir de mardi prochain. L'effort de soutien est conjoint. Le gouvernement et plusieurs organisations partenaires se mobilisent pour assister la population vulnérable. Les premières aides consistent en des vivres essentiels destinés à répondre immédiatement aux besoins des communautés affectées. Voilà, c'était les essentiels des actualités de la semaine. C'est également la fin de notre journal de ce soir. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à la fin. Merci également à toute l'équipe sur ce. Bonne soirée à tous en compagnie de la TVM. Au revoir.